Eh bien salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour parler de Numérama. Et oui, vous avez vu le titre. Et pourquoi ça? Eh bien, à cause de Clair Obscur. Voilà, Numérama, ou plutôt un des membres de Numérama, a joué à Clair Obscur Expédition 33. Il n'a pas aimé, soit, c'est son droit. Mais le problème, c'est qu'il dit de la merde. Et c'est ce que nous allons voir. Donc voilà, d'après lui, c'est la douche froide. Alors qu'on attendait Clair Obscur Expédition 33 comme le messie en provenance d'un studio français plein d'idées, la dure réalité a transformé le rêve en douche froide. Le système de jeu trop punitif aura raison de nombreuses personnes, notre test. On y reviendra. Une fois par an, la peintre se réveille et peint sur son monolithe, a choisi, blablabla, oui, bah, ça, ce résumé, on l'a tous lu. Rien qu'avec son scénario, Clair Obscur Expédition 33 impose sa patte, une impression qui confirme avec sa direction artistique sublime et particulièrement inspirée, sa bande son envoûtante et poétique. Clair Obscur Expédition 33 est le tout premier jeu d'un studio français basé à Montpellier et qui a su intriguer dès sa première présentation. On l'avait vu à la Gamescom 2024, et l'envie d'y jouer était alors très forte. Hérité des JRPG, repose sur des combats au tour par tour avec le twist suivant. Pendant que l'ennemi agit, on reste actif pour éviter de subir. Il change toute la dynamique des affrontements. Clair Obscur Expédition 33 aura donc plus d'un atout dans son sac pour séduire et constitue à l'arrivée une immense désillusion. Donc les points forts, l'ADA, un sacré premier jeu, le casting impeccable, casting en VF j'espère. Et points faibles, concept trop punitif, le studio a voulu trop en mettre, trop dur en mode normal, presque trop simple en mode histoire. Mode histoire. Depuis quand mode histoire c'est un mode de difficulté? Donc, le gameplay de Clair Obscur Expédition 33 repose sur un mensonge. Clair Obscur Expédition 33 entend se réapproprier le tour par tour pour proposer une expérience plus plaisante avec une forte orientation sur l'action et de multiples interactions pour ne pas tomber dans l'ennui. Sur le papier, l'intention est louable, mais encore aurait-il fallu que les développeurs respectent vraiment leurs promesses. Si les premières heures préfigurent une belle et grande aventure, très vite on se rend compte que certains curseurs ont été poussés un peu trop loin. En résulte un jeu où la frustration l'emporte sur le plaisir, tout du moins avec le mode de difficulté géré sur normal. Le fait est que Cloud Expedition, bordel de merde, Expédition 33 n'est pas un jeu au tour par tour. Bah si, connard, c'est sur ça que le jeu s'est vendu justement. Les mecs, ils ont dit qu'ils se sont inspirés de Final Fantasy et de Persona, qui sont des jeux au tour par tour. Non, ça te paraît pas limpide? C'est davantage un jeu d'action avec deux contraintes pénibles, des séquences au tour par tour, donc voilà, il se contredit, bien sûr, mais aussi l'immobilisation de ses personnages. Bah donc c'est du tour par tour, puisque tu peux bouger que soit quand il faut esquiver, soit quand tu attaques à ton tour. Dès lors, quand le studio indique que dans les paramètres que les parades et les esquives sont recommandées, c'est faux. Elles sont impératives pour survivre face à des ennemis capables d'enchaîner plusieurs attaques sans réchigner et qui font beaucoup trop de dégâts quand ils touchent, au point de vous mettre au tapis en un seul combo. Clair Obscur est hyper punitif. Bordel de merde, hyper punitif, comme pourrait l'être un Dark Souls, pensant certains, sauf qu'on peut bouger dans un jeu d'action normal et qu'on n'est pas obligé d'encaisser un enchaînement adverse pour assimiler son timing. Dans un Dark Souls, on a le luxe de pouvoir reculer ou observer. Et en quoi c'est un mal que ce soit punitif? Je veux dire, Dark Souls aussi, c'est punitif. Bah, c'est même plus punitif que Clair Obscur, Dark Souls, parce que Dark Souls, c'est fait pour être punitif. Je veux dire, dans un Soul-like, t'es obligé de crever pour avancer, pour savoir comment ça marche, et ne pas refaire les mêmes erreurs. Clair Obscur, bon, Clair Obscur, c'est pas un Soul-like, mais le fait qu'on puisse bouger que dans un laps de temps très court pour encaisser ou esquiver, c'est justement tout l'intérêt du système de combat, justement.
Et si ça doit t'arriver pour apprendre, et bah tu fais avec et tu fermes ta gueule. Et si ça te plaît pas, bah tu joues à un autre jeu. Dans Clair Obscur Expédition 33, il faut souvent encaisser les coups pour bien tout comprendre, sachant que la lisibilité des patterns est loin d'être optimale. Bah oui. À cela s'ajoutent d'autres règles stupides comme les boucliers qui annulent tous les dégâts qui sont cumulatifs, ou encore l'obligation de réussir absolument toutes les parades pour activer une contre-attaque. Mais en quoi c'est stupide? En quoi c'est stupide? Sérieux, ils ont vraiment joué au jeu? Le mec a écrit cet article, est-ce qu'il a joué au jeu? Je me le demande. Parce que on dirait Régé Gorilla qui parle de Star Wars, la prélogie. Pour vous dire à quel point il dit des conneries. Attends, ça va jusqu'à où? Jusque là. Attends, non? Non, jusque là. Ok. Pour être plus juste et respecter sa promesse, il faudrait que les parades et les esquis soient davantage des bonus qui récompenseraient les plus doués. Mais il est sérieux, lui. Mais en cela nécessiterait une refonte et un rééquilibrage complet du gameplay. En mode histoire que nous avons cité, activé à la moitié du jeu après avoir tant souffert, le défi de Clair Obscur est déjà un peu plus digeste. Un peu trop presque. Il faudrait un entre-deux pour que l'alléchant concept fonctionne de bout en bout. Ouais, en gros, il se plaint que le jeu soit trop dur. Alors, je peux comprendre que un jeu trop dur, enfin, que le fait qu'un jeu soit dur, ça te frustre. Mais justement, c'est un jeu vidéo. Si c'est fait pour être dur, bah, tu recommences, en fait. Et si tu repères encore, bah, tu recommences. Et tu fais ça jusqu'à ce que tu arrives à avancer. Et si ça te plaît pas, bah, tu rage quit ou tu changes de jeu. Et vu qu'il part de Soul-like, bah, ça me fait penser. Il y a des gogoles comme ça, je crois que c'était l'année dernière. Il y a des gogoles qui se sont plaints que Elden Ring, c'est trop dur. Ils étaient là à dire oh non, Elden Ring, c'est nul parce que c'est trop dur. Et vous savez ce qu'ils ont fait après ça? Ils ont rendu le jeu plus facile. Ils ont rendu un Soul-like plus facile pour faire plaisir à des gogoles. Putain. Et à côté de ça, on n'a toujours pas de VF. D'ailleurs, bah, il parle d'Elden Ring, mais bah, justement, le mec qui a écrit ça, il a mis genre 10 à Elden Ring, justement, sur 10. Donc il met la note la plus élevée à un jeu super dur, et il se plaint qu'un autre jeu soit super dur. C'est n'importe quoi. Donc je reprends. On peut aussi reprocher à Clair Obscur son excès de zèle. La progression passe par plusieurs facteurs à prendre en compte. Les statistiques, certaines sont liées aux armes, les compétences et les bonus passifs qui doivent d'abord être appris avant d'être sélectionnés avec des points spécifiques. Pour ne rien arranger, chaque personnage agit selon ses propres règles. Ainsi, Lune, la magicienne, crée et absorbe des pigments en fonction de la couleur des sorts qu'elle utilise. Mai, de son côté, mise sur des postures qui agissent sur les dégâts. Quant à Monoko, il s'en remet à une roue qu'il met dans un état aléatoire, sachant qu'il doit assimiler les attaques ennemies. Tout est un peu trop compliqué, c'est le signe que les développeurs ont voulu trop en mettre. Ah non! Le fait que les personnages, ils aient tous leur pattern à apprendre, leur propre spécificité, bah c'est tout l'intérêt justement. Dire, encore une fois, les mecs se sont inspirés de Final Fantasy pour faire ce jeu. Et dans Final Fantasy, c'est pareil. T'en as un qui se bat avec une épée, un qui est spécialisé dans les sorts de soins, un qui se bat à main nue, un qui se bat avec des flingues, etc., etc. Et bah là, c'est pareil en fait. Là, oui, t'as Lune qui fait de la magie, t'as Mae qui fait des pirouettes avec ses rapières ou ses fleurets, Gustave qui a son épée et son flingue, Monoko qui se transforme en monstre, et ainsi de suite. Voilà, c'est l'intérêt du jeu en fait. T'as plusieurs personnages, tu vas pas leur mettre les mêmes techniques. Ça marche pas comme ça.
Autant en mettre un seul si c'est ça. Statistiquement, Clair-Obscur est une claque. Il est quand même dommage de constater que le gameplay de Clair-Obscur soit autant une déception. Car sur la forme, le titre de Soundfall Interactive est un vrai bijou. Il raconte une histoire captivante, mature et profonde, articulée autour d'une troupe de héros qui se jettent dans une quasi-mission suicide. Sans trop en dire, il y a une forme de mélancolie qui se dégage du récit, qui s'appuie sur une mise en scène soignée, une narration très poussée, avec des dialogues ciselés. Les cinématiques s'enchaînent, tout comme les rebondissements qui ne font qu'épaissir les différents arcs qui s'entremêlent. En prime, le casting vocal est incroyable, de Charlie Cox à Andy Serkis pour la VO, en passant par Aline Chetaille pour la VF. Il donne vie à des personnages complexes, nourris par des motivations et des fêlures bien travaillées. Ok, donc les mecs, ils snobent le doublage français, c'est ça? Et ils ne savent même pas que c'est le français, la VO. Parce que, juste pour info, Clair Obscur, c'est un jeu français. Voilà, c'est des Français qui ont fondé leur studio à Montpellier et qui ont fait un jeu vidéo. Ce qui en fait un jeu français. Donc, la VO, c'est le français. Charlie Cox et Andy Serkis, c'est la VA. Le français, c'est la VO. Du con. Trouver son inspiration principale dans la Belle Époque avec une pointe de fantastique, Clair Obscur nous fait voyager dans des biomes tous plus saisissants les uns que les autres, dans lesquels on se perd sans mini-carte alors qu'ils adjoignent des couloirs. Il y a une élégance qui saute aux yeux, fruit d'une esthétique léchée animée par la fameuse French Touch, tout juste pourra-t-on ressentir les ressources limitées dans l'impression graphique générale. Loin d'atteindre des sommets malgré le recours à Unreal Engine 5 et des environnements étriqués, la map monde permet de passer d'un niveau à l'autre, fait particulièrement peine à voir. Ah. Voilà, alors ça je ne saurais pas dire. Il est important de souligner l'incroyable travail fourni par Soundfall. Le studio mérite un immense respect pour oser quelque chose de différent, et il y a une identité inouïe qui se dégage du Clair Obscur. Pour un premier projet majeur, l'accomplissement est total. En prime, la durée de vie est hyper généreuse, il faut un minimum une bonne vingtaine d'heures pour en voir le bout, et bien plus encore pour tout explorer. C'est peut-être là aussi que le bas blesse. Avec une échelle plus réduite, sans doute que la maîtrise aurait été plus grande, et que certaines erreurs de jeunesse auraient pu être évitées. Clair Obscur Expédition 33 relève de la prouesse. Voir un studio né en 2020 pondre un tel premier jeu avec des idées fortes, une identité claire, une direction artistique à tomber et un récit aussi complexe mérite le respect. Il y a vraiment quelque chose à souligner dans ce jeu vidéo qui entend nous faire aimer les combats tour par tour en ajoutant une donnée dynamique pendant les phases adverses. Et là, Soundfall se prend un peu les pieds dans le tapis dans l'exécution de son concept. Beaucoup trop punitif et hyper mal équilibré, les amatrices et amateurs de timing serré apprécieront peut-être cette expérience masochiste, mais les autres tomberont forcément de haut. D'autant que Clair Obscur est une somme d'ingrédients complexes qu'il faut saisir à tout prix pour survivre. Les développeurs ne voulaient pas d'un énième jeu d'action, sauf que leur projet en est un, et il est loin d'être plaisant. Et à quel moment ils ont dit qu'ils ne voulaient pas d'un jeu d'action? Parce que bon, un jeu où des personnages font des pirouettes avec des épées en se battant contre des monstres ne me fait pas croire que c'est pas de l'action. Mais bon, si je fais cette vidéo, c'est parce que apparemment Numérama ils s'en sont pris plein la gueule à cause de ça. Et bah ils y ont répondu. Voilà. Au sujet du test de Numérama sur Clair Obscur et du cyberharcèlement qui a suivi. Changez rien. Bah c'est plutôt à nous de vous dire ça en fait. Quand communauté gaming du web pas contente, elle toujours faire comme ça. Les cibles changent, la haine reste et le jeu vidéo en sort toujours perdant. Ça fait plus de 15 ans que je travaille sur le web et près de... Bon, alors déjà c'est pas le même mec là, vous voyez. Ça fait plus de 15 ans que je travaille sur le web et près de 10 ans que Maxime Claudel est journaliste spécialisé jeux vidéo de Numérama.
En 10 ans, j'ai pu voir à quel point Maxime était un joueur passionné et exigeant qui sait rendre compte de l'expérience d'un jeu avec neutralité et professionnalisme. Neutralité. Le mec fait un article pour parler en mal d'un jeu vidéo. C'est ça que t'appelles la neutralité? En 15 ans, j'ai aussi vu et revu la même mécanique déplorable venant d'une partie de la communauté gamer. Pourquoi il met des guillemets? Ne soyez pas d'accord avec moi et vous serez une cible à abattre. Ça, t'as pas besoin d'être un gamer pour ça. Ça, c'est typique des woke, par exemple. Cette vague de haine touche souvent des individus, plus rarement et touche les médias, cible facile d'un populisme bas du front. Qui dirait que notre rigueur est de la jalousie, de la rancœur ou une incapacité à faire notre travail? Pas assez bon, pas assez fort, pas assez passionné. Oh, pas assez bon, ça je confirme. Avec le test du jeu français Cloud Expedition 33, cette vague de harcèlement initiée par quelques comptes sur Twitter et YouTube touche aujourd'hui notre rédaction et notre journaliste Maxime Claudel, qui est un incompétent. Comme nous ne rentrerons pas dans cette passe d'armes sur les réseaux sociaux, il m'a semblé nécessaire de publier une réponse. Mais à culpa, c'était pas 6. D'abord, j'aimerais vous dire qu'une partie de cette histoire est de ma faute. J'ai relu le test de Maxime avant publication et comme j'ai pas beaucoup d'amour pour le système de notes, j'avais même tué au reboot de Numérama en 2015, je n'ai pas fait attention à celle qu'il avait mise au jeu. Et pourtant j'aurais dû parce que le corps du texte est plus élogieux que le score final de 6 sur 10 attribué. S'il fallait s'en convaincre, rappelons quand même que le titre de l'article commence par un accomplissement majeur. Ouais, il parle peut-être d'accomplissement, mais en attendant, c'est pas ce qu'on ressent quand il parle. Quand tu dis qu'un jeu est un accomplissement, bah, c'est que tu l'aimes, que tu as beaucoup de bien à dire. Et c'est pas du tout ce qu'on ressent dans cet article, justement. Ce qui n'est pas un mince éloge, d'autant plus sous la plume de Maxime qui distribue les compliments avec parcimonie. Mais il a lu son article avant de dire ça. Si je l'avais vu, j'aurais discuté avec Maxime de sa note, comme on le fait souvent, en lui demandant s'il n'avait pas été trop sévère. Je n'ai pas joué au jeu, je suis donc pas influencé dans ces discussions, je me base exclusivement sur ce que je lis dans la production de nos rédacteurs. Comme nous testons les jeux sous embargo, presse et vidéastes n'ont pas encore publié leurs notes. Nous ne sommes pas non plus influencés par les autres dans un sens ou dans l'autre. Permets-moi d'en douter. Cette discussion, nous l'avons eue après la sortie du test le 29 mars pour être exact, et lui comme moi nous sommes dit que nous étions en réalité bien plus en phase avec un 7 sur 10 qu'un 6 sur 10. Waouh! Une note plus élevée de 1 point. C'est pas grand chose en vrai. Bon après, je suppose que c'est mieux que 5, mais quand même. Mais impossible de faire cela en douce, la vague de cyberharcèlement de Maxime avait commencé et nous ne pouvions pas changer une note comme ça après coup sans rien dire. Cela aurait donné raison au cyberharceleur, la violence ne doit pas influencer nos idées. Et vos idées ne doivent pas influencer la violence non plus. Aujourd'hui, cette décision a été prise et nous ne le regrettons pas. Le contenu de notre test décrit un 7 sur 10, ce qui est une excellente note, et non un 6 sur 10, ou s'approchant du 5, on entre dans la catégorie des jeux moyens. Clair aura donc 7 sur 10 sur Numérama. J'ai de mon côté bien retenu la leçon, je vais vérifier que les notes finales correspondent au ressenti réel de la personne qui émet. Ces erreurs arrivent, mais au fond, dans un monde normal, elles se règlent en une demi-discussion entre adultes bienveillants. Dans celui du gaming, il faut qu'elle déclenche une vague de haine. Alors, je regarde juste jusqu'où ça va. Ça va jusque-là. Ok. Monétiser la haine, sport national de la communauté gamer. Ah bon? C'est pas plutôt la communauté woke qui monétise la haine? Parce que bon, ils se font pas de l'argent sur la haine quand ils parlent de télé-réalité, de religion, de politiquement pas correct.
Excusez-moi, je m'égare. Cela étant dit, je me permets aussi de confirmer que nous ne ressortirons pas une ligne du test écrit, nous ne retirerons pas, pardon, même si je doute que ce soit l'objet des harceleurs qui ne l'ont visiblement pas lu. D'une part, parce que contrairement à ce que l'on pourrait penser, Maxime est loin d'avoir inventé ses reproches, ou est-ce le seul à les formuler? Ça aussi, je me permets d'en douter. On trouve par exemple, sur les mécaniques punitives au niveau des esquives et des parades, l'exacte même critique chez James Stephanie Sterling. Je sais pas qui c'est. D'autre part, parce que Maxime n'est jamais contre une discussion sur un jeu vidéo. Il en a eu des tas sur Clair Obscur depuis sa sortie avec de nombreux spécialistes du secteur qui le rejoignent sur une bonne partie de ses critiques, et en a un avis différent sur d'autres formulés avec humanité, comme l'ont fait certaines personnes sur les réseaux sociaux, et ce qui est tout à fait acceptable. Et Maxime, qui est un grand fan des jeux les plus hardcore que cette terre ait porté, Dark Souls et compagnie, contrairement à ce qui a été vainement raconté, ne manque pas de skill. Donc voilà, encore une fois, il est fan de Dark Souls, et il se plaint qu'un jeu dur soit trop dur. Est-ce qu'il est vraiment fan de Soul-like? Je pose la question. Il a simplement la capacité de faire la différence entre un jeu mécanique difficile et un jeu mécanique inutilement punitive. Et c'est précisément l'objet d'une recommandation qui est au fond tout le sens d'un test. Est-ce que ce jeu est fait pour moi si je n'aime pas être inutilement puni? En lisant le test de Maxime à titre personnel, je sais que je ne toucherai pas à Clair Obscur. Pas parce que c'est un mauvais jeu, mais parce que je ne suis pas adepte de ces mécaniques de gameplay. Mais moi non plus, je ne suis pas adepte de ces mécaniques. Mais j'ai quand même envie d'y jouer. Parce qu'une fois, on m'a dit, ma mère m'a dit qu'il faut sortir de sa zone de confort. Et ben c'est ce que j'aimerais faire justement. Tenter de nouvelles choses, tout ça, ce genre de choses. Pour vous dire à quel point je les déteste, je n'ai pas terminé Zelda Tears of the Kingdom car le dernier boss me rend dingue. Vous l'avez trouvé facile? Tant mieux pour vous. Nos deux expériences reflètent simplement le spectre large des joueurs de jeux vidéo. J'ai pas encore joué à Tears of the Kingdom, ni à Breath of the Wild. Et comme j'adore les jeux de combat au tour par tour, j'aurais pu me laisser séduire si je n'avais pas eu vent de ces mécaniques de parade à timer. Parades qui sont tout sauf optionnelles contrairement à ce que dit le menu du jeu et qui est l'essence même de la critique du Numérama. Le mode normal est mal vendu par les développeurs, le mode histoire devient trop facile, l'entre-deux n'existant pas, Maxime formule ses critiques avec justesse. Oui, Maxime est un joueur exigeant, il ne se satisfait pas ni de la nostalgie, ni de la pression médiatique ou sociale, ni d'une DA différente, ni des gimmicks à la mode du moment, et encore moins des défauts de gameplay auxquels il fait particulièrement attention. Il utilise aussi l'étendue des défauts de gameplay auxquels il fait particulièrement attention. Il utilise aussi l'étendue des notes disponibles qui vont de 0 à 10, et pas seulement la caricature du 8 mauvais, 9 bon, 9,5 excellent, 10 Game of the Year, comme beaucoup de testeurs, et en cela nous le soutenons. Un retardement dans quelques mois quand cette frange nauséabonde du gaming sera passée à autre chose et quand la hype sera retombée, il suffira de relire le test de Maxime à tête reposée, alors on se posera calmement la question: avait-il tort au point de susciter autant de haine et de violence? Et pour illustrer ses propos, il met un screen de Django. Un mec qui les a dénoncés. Ah, c'est pas très chevaleresque ça. Monétiser la haine et la diffamation, un sport national chez les gamers soutenu par YouTube. Ah, c'est quoi ça encore? Ah, fausse alerte. D'ailleurs, ils ont porté plainte contre lui, mais il les a débunkés. Quoi qu'il en soit, malgré des années à présenter le jeu vidéo comme mature, industrialisé, s'adressant à des publics de plus en plus larges et des cibles de plus en plus diverses, une frange de la communauté gaming ne change pas ni ses méthodes, ni ses habitudes, ni sa violence. Il serait temps enfin de grandir. Mais c'est pas à nous qu'il faut dire ça en fait. C'est pas à nous qu'il faut dire ça. Ni à ces soi-disant harceleurs. Enfin, déjà, est-ce qu'il y a vraiment des preuves que c'est des harceleurs?
Ou est-ce qu'il traite de harceleur tous ceux qui sont pas d'accord avec lui et qui ont dit qu'il dit de la merde? Moi, je me pose vraiment la question. Mais bon, si je fais cette vidéo pour vous dire que Numérama sont des Mongoliens, c'est pas juste pour ça. C'est parce qu'ils l'ont prouvé il y a des années avec Far Cry 6. Oh, et c'est toujours Maxime Claudel. J'avais pas fait gaffe. Parce que oui, quand Far Cry 6 est sorti, il a écrit un article. Non, je jure, je ne savais pas que c'était lui. Je savais pas du tout que c'était le même mec. Donc oui, il avait fait un article pour se plaindre de cruauté animale dans Far Cry 6, mais avec des arguments vraiment claqués au sol, comme dirait l'autre. Et j'étais là ce jour-là, quand c'est arrivé. Donc l'article n'est pas récent, vous vous en doutez bien, mais je vais vous le lire quand même pour vous prouver mes propos, pour vous prouver que mes propos sont fondés. Non. Compagnie envoyée en première ligne, chevaux de guerre, combat de coq, chasse autorisée, les animaux sont particulièrement malmenés dans Far Cry 6. On n'a clairement pas besoin d'une telle cruauté pour s'amuser dans un jeu vidéo. C'est vrai, ça commence bien, mais malheureusement, il va tout gâcher. Je me souviens encore de cette première balade dans Far Cry 6. Je grimpe sur le premier cheval croisé pour prendre un chemin liché dans des décors tropicaux, sans passer par un véhicule motorisé. Je savais pas qu'on pouvait faire du cheval dans Far Cry 6. Et puis là, c'est le drame. Un tracteur me fonce dessus sans freiner une seule seconde. Par chance, j'en suis sorti indemne. Hélas, ma monture ne peut pas en dire autant. Cette petite séquence qui devait être paisible s'est transformée en tragédie pour elle, impitoyable. Oui, bon, ok, t'as perdu ton cheval parce qu'il s'est fait écraser par une bagnole. Et c'est cruel, c'est dommage, mais quelque part, c'est la faute à pas de chance. Il y a beaucoup d'animaux dans Far Cry 6 qui s'est inspiré de Cuba pour imaginer des environnements davantage axés sur la nature. Des oiseaux, des crocodiles, des coqs, des félins, des poissons, des rongeurs. Toute cette faune vient peupler une carte dans laquelle on rencontre moins d'humains. S'il s'agit d'un gros plus, tant en termes d'authenticité que d'immersion, l'expérience imaginée par Ubisoft est un peu trop cruelle avec nos amis les bêtes, d'autant que les développeurs ont imaginé des tâches annexes qui renforcent ce constat sans apporter un vrai plus au gameplay. Et là, il va surtout parler du crocodile, pour le coup. Si vous aimez beaucoup les animaux, Far Cry 6 va vous hérisser le poil. Les chevaux de guerre. Pendant vos pérégrinations, vous croiserez souvent des soldats sur des chevaux, vainquant leurs occupations qui consistent à maintenir l'ordre sur l'île. Problème, ces chevaux peuvent vite devenir des victimes collatérales lors d'échanges de tirs, ce qui arrive très souvent quand on doit mener une révolution dans le but de renverser un dictateur. Bah, apprends à viser pour pas que les chevaux soient blessés. Ou alors, bah, une fois que tu les as tous butés, bah, tu te suicides après pour rééquilibrer la balance. Moi, c'est ce que je fais quand je tue des innocents dans Watch Dogs. Bon, après, Watch Dogs, c'est différent. C'est parce que dans Watch Dogs, tu joues bah, super-héros et qu'il y a un système de karma. Et bah, que forcément, ce système, il baisse quand tu tues des innocents. Bah, il baisse et il va dans le rouge. Bref. Le crocodile, donc, votre fidèle compagnon appelé Amigo. Dans Far Cry 6, non, il s'appelle Amigo. C'est pas Guapo, plutôt. Dans le trailer, ils disent Guapo. Dans Far Cry 6, on peut être accompagné d'un animal. On pourra le caresser, bien sûr, mais on aura surtout l'opportunité de l'envoyer en première ligne pour distraire ou tuer les gardes. Le fait est qu'on a davantage l'impression d'envoyer cet amigo à l'abattoir, tant on passe notre temps à le ranimer. Voilà. Donc, le mec il se plaint que ton animal il meurt, mais il dit lui-même qu'il faut le ranimer. Bah si tu peux le ranimer, où est le problème? Ce serait une mort permanente, ok, mais là c'est pas le cas.
Le crocodile, il est à terre parce qu'il est blessé, parce qu'il est mort. Bah, tu vas le rejoindre et tu le ranimes et après, il retourne comme si de rien n'était. C'est pas un problème. Pour ne rien arranger, Ubisoft tente de rendre cet élément plus amusant en introduisant des animaux atypiques, du crocodile thug arborant un croc en or et qui devient plus fort en mourant, au teckel attendrissant dépourvu de pattes arrière remplacées par des roulettes. Ouais, donc pour lui, un chien handicapé, c'est de la maltraitance. Alors oui, ok, oui, parce que c'est un bébé, il me semble, le teckel. Si, si, vu comment il est petit, c'est un bébé. Alors oui, ok, un chien handicapé, c'est triste, c'est horrible, aucun animal ne devrait être handicapé, mais c'est pas de la maltraitance. C'est pas de la maltraitance, enfin, je veux dire. Le chauve, ok, il est handicapé, mais tu le caresses, tu lui fais pas de mal. Alors elle est où la maltraitance? Et en plus, bah, il est handicapé, donc voilà, c'est les gens comme Numérama, bah, ils veulent du wokisme, de l'inclusion, bah voilà, t'as un chien handicapé, tu l'as ton inclusion. Les cas qui exigent de tuer des animaux. Lors d'une quête, il m'a fallu courir après une belette avant... Une belette? Vraiment? Une belette? Genre, il y a vraiment une quête où faut courir après une belette. Euh, il n'y a pas confondu avec un autre animal. Parce que une belette, ça fait même pas 20 centimètres. C'est... non, une belette, c'est plus petit qu'un chat. C'est à peine plus grand qu'une souris. C'est grand à peu près comme ça. Ouais, ça fait à peu près cette taille-là, une belette. Je le sais parce que j'en ai vu une IRL. Morte. Hmm. Paix à son âme. Bref, reprenons. Donc, faut courir après une belette et l'assassiner parce qu'elle avait une clé indispensable pour mener à bien la mission. Uno s'est transformé en mini-génocide de crocodile, encore une fois, parce qu'un animal avait mangé quelque chose qu'il fallait pas, cet étalage de violence. S'il est cohérent, les vertus de Far Cry 6 pourraient davantage épargner la faune locale qui n'a rien demandé. Bon, ok, là par contre, j'ai envie de dire, c'est Far Cry ou c'est Red Dead Redemption? Parce que dans le premier Red Dead, faut buter des lapins, parce qu'ils bouffent les récoltes. La chasse, heureusement pas obligatoire. Ah bah ouais, heureusement, tu fais bien de le préciser. La chasse fait partie des activités annexes proposées dans la saga Far Cry. Elle permet généralement de récupérer des ressources intéressantes pour se faciliter la vie. Le sixième opus ne déroge pas à la règle. Mais fort heureusement, la rend beaucoup plus facultative. La viande donne quand même accès à des éléments pour ses armes. Bref, on évitera d'aller embêter crocodiles, coyotes et autres poissons. Les combats de coq ou le summum. On terminera ce tour d'horizon parce que Far Cry 6 a à offrir de pire, les combats de coq. Et il s'agit bien de participer au combat, pas simplement d'assister. Plus concrètement, on peut littéralement incarner un coq après avoir capturé dans une prise de bec avec un autre. Et Ubisoft a poussé le concept jusqu'à déguiser cette activité annexe dans un jeu de combat qui rappelle Street Fighter ou Tekken, en plus simpliste avec des rangs de différents types de coups ou des attaques spéciales. Par chance, ces séquences gratuites qui permettent d'emporter quelques pesos nous épargnent le sang qui gicle et la mort du perdant. Ah bon, je savais pas qu'il n'y avait pas de mort dans les combats de coq. Mais c'est vrai que ça, on s'en serait bien passé. Pourquoi les combats de coq? Ubisoft les justifiera sans doute par un souhait d'authenticité à l'égard du pays dont les développeurs se sont inspirés pour concevoir Far Cry 6. Ainsi, à Cuba, les combats de coq font hélas partie de la culture à tel point qu'ils sont toujours exclus de la loi sur le bien-être animal, rappelait Joe en 2021. Visiblement, Ubisoft préfère assumer la cruauté envers les animaux que le prisme politique. Si on peut comprendre cette recherche de la reproduction fidèle, rien n'oblige à accepter tous les travers de sa source d'inspiration.
Ah ouais, donc Ubisoft, ils veulent bien s'inspirer de Cuba pour ce jeu avec les combats de coq, mais pas pour la culture de cocaïne. N'importe quoi. Mais donc oui, dans cet article, vous avez compris, ce que j'ai surtout retenu, c'est qu'il se plaint que euh, ton crocodile peut mourir au combat alors qu'il dit lui-même que tu peux le réanimer tout de suite après, et qu'il y a un chien handicapé. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous avez découvert avec l'air obscur que Numérama, c'est des Mongoliens. Moi, je le savais déjà depuis Far Cry 6. Voilà, c'est depuis ce jour, depuis qu'ils ont fait cet article, que je sais que on ne peut pas accorder de crédit à Numérama. J'espère que c'est assez clair pour vous. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon. Tchuss.